Bien, donc nous allons poursuivre notre cours sur l'intégration et le déploiement continu. Donc je vous refais montrer le schéma pour bien comprendre ce qu'on fait. Ici, j'ai représenté les PC des développeurs. Donc il y a 1, 2, 3 développeurs par exemple. Sur chacun de ces PC, il y a l'IDE qui est installé, donc l'IDE Eclipse ou l'IDE IntelliJ. Et quand on développe, on pousse le code sur le serveur GitLab. Ça, c'est ce qui a été fait hier. Vous avez poussé le code sur le serveur GitLab. Ensuite, normalement, ce code qui est poussé sur le serveur GitLab, alors souvenez-vous, hier, vous avez créé le Dockerfile qui va permettre de créer l'image qui permettra à la fin de faire fonctionner votre application dans un conteneur Docker sur n'importe quel serveur dans une entreprise ou sur le cloud. Donc vous avez poussé les programmes et vous avez poussé le Dockerfile sur le serveur GitLab ou sur le serveur GitHub, hein, c'est la même chose. Ensuite, normalement, ce code va être récupéré par un serveur Jenkins. Donc hier, on a créé ce qu'on appelle un pipeline sur un serveur Jenkins. Alors ce serveur Jenkins, normalement, il est externalisé. Il doit exister soit sur Internet, soit au sein de l'entreprise. Alors nous, comme on n'a pas de serveur Jenkins réellement installé dans l'entreprise ou sur Internet, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a virtualisé ce serveur Jenkins, on l'a installé sur votre PC. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que tel que nous avons fait le code, c'est comme si ce serveur Jenkins était un serveur à part. Donc il faut bien, dans les esprits de tout le monde, comprendre que même si on a installé ce serveur Jenkins sur votre PC, c'est comme s'il était externalisé. D'ailleurs, on fera un petit exemple où on installera le serveur Jenkins sur le cloud pour avoir exactement ce schéma. À quoi ça nous a servi d'installer le serveur Jenkins sur le PC? Déjà, c'est pour le prendre en main et puis pour construire le pipeline avec Groovy. Vous voyez, pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'une fois que ça fonctionne, quand on virtualise le serveur Jenkins sur la machine, pas de problème, si le serveur Jenkins est externalisé, eh bien notre pipeline fonctionnera de la même façon. Donc l'objectif, c'est la prise en main. Donc là, il faut vraiment avoir dans la tête que le serveur Jenkins est normalement externalisé. Ensuite, les développeurs, quand ils développent, ils font des tests sur leur machine pour les parties de code qu'ils développent. Ensuite, chaque développeur va pousser le code sur le serveur GitHub ou le serveur GitLab. Donc, le code va être poussé. Chacun va pousser ça sur une branche, comme vous l'avez vu quand vous avez fait le cours Git. Et ensuite, toutes ces branches vont être mergées en une seule sur la branche main. Ensuite, le code va être récupéré par le serveur Jenkins qui va lancer un ensemble de tests, aussi bien les tests que vous avez effectués sur vos machines, comme ça il va automatiser ces tests au cas où les développeurs n'ont pas eu le temps de les faire, et puis il va faire d'autres tests, tests d'intégration, les tests de performance, les tests d'acceptation, les tests de charge, les tests de qualité de code, les tests de sécurité, etc., etc. Donc ça, il est bien très très important que dans l'esprit de tout le monde, ça se soit bien compris. Ensuite, le SSH. SSH, c'est extrêmement important, le SSH. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les PC qui sont ici, pour se connecter à un serveur GitHub, ils le font avec le protocole SSH. SSH, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que sur chacun de vos PC, vous allez générer une clé avec SSH qui gêne. La clé privée, vous allez la conserver ici du côté de votre machine. Et la clé publique, vous l'envoyez sur le serveur GitLab. Alors qu'est-ce que c'est que une clé SSH? C'est comme un peu une vraie clé et une serrure. Donc quand vous envoyez la clé publique sur le serveur GitLab, vous conservez la clé privée qui va être en fin de compte la clé. Alors qu'est-ce que c'est que cette clé? C'est
La chose suivante, c'est que quand ce PC va communiquer avec le serveur GitLab, les données vont être cryptées. Et le serveur GitLab pourra décrypter les communications de ce PC vers le serveur GitLab avec sa clé publique. Et inversement, quand le serveur GitLab renvoie les données au PC1, le PC1 pourra les décrypter avec sa clé privée. Donc ça permet de sécuriser les communications. Donc par exemple, pour que les PC qui soient ici puissent communiquer avec le serveur GitLab, il faut qu'une clé soit générée sur les PC qui sont ici. Par exemple, sur ce PC-là, avec SSH keygen, on envoie la clé publique ici. À partir de là, ce PC1 et ce serveur GitLab pourront communiquer de manière sécurisée. Même chose, si on veut que le serveur Jenkins puisse communiquer avec le serveur GitLab, afin que le serveur Jenkins puisse récupérer des informations du serveur GitLab, il faut qu'à partir du serveur Jenkins, je génère une clé publique privée avec SSH keygen. La clé publique est envoyée au serveur GitLab et le serveur Jenkins pourra communiquer avec le serveur GitLab. Et même chose pour, par exemple, ici, entre ce serveur SonarCube et le serveur Jenkins qui est ici, et ainsi de suite. Donc le SSH est très très important dans le développement des applications modernes. Même chose, par exemple, si le serveur de production se place sur le cloud, eh bien, il faudra une clé SSH pour communiquer avec lui. Bien, nous allons continuer ce qu'on a fait hier. Donc, dans un premier temps, il faut relancer votre machine sous VirtualBox avec Vagrant si vous avez fait la machine avec Vagrant. Donc, il faut faire un Vagrant app pour les camarades qui ont travaillé avec Vagrant, ou sinon vous lancez votre machine. Une fois que votre machine est lancée, souvenez-vous, d'abord vous vous connectez dessus en SSH, comme ça. Donc, alors si vous êtes avec Vagrant, ce sera Vagrant SSH, sinon c'est comme moi, hein. Ce sera le nom d'utilisateur, l'adresse IP de la machine. Donc, les gens qui sont avec Vagrant sont avec Vagrant. Voilà. Et là, vous contrôlez sur cette machine que Jenkins est bien lancé. Une fois que vous avez contrôlé que votre Jenkins est bien lancé, vous pouvez vous reconnecter sur votre Jenkins. Je répète encore une fois, il faut que, impérativement dans les esprits, on comprenne bien que le serveur Jenkins est normalement installé sur une machine sur le réseau. Jenkins n'a rien à faire sur notre machine personnelle. Mais pour qu'on puisse prendre en main ce serveur Jenkins, pour qu'on puisse créer ces pipelines d'intégration continue, puisque c'est à nous de le faire, il faut qu'on installe cette machine sur notre serveur. C'est un peu comme lorsque vous développez des logiciels. Le logiciel, à la fin, n'est pas destiné à être utilisé sur votre machine. Il faut l'installer sur un serveur pour que les utilisateurs puissent travailler. Donc c'est très important de comprendre, d'avoir ce schéma en tête pour comprendre où on va. C'est ça l'objectif. Ici, on se fait un http localhost 2.80.81, je crois, j'avais fait, il me semble. Non, c'était pas 80. Ah oui, c'est l'adresse IP de ma machine, c'est vrai, 192.168.56.2. Et là, hop, je vais rentrer dans Jenkins. Quand vous êtes dans Jenkins, on a le projet qu'on a fait hier. Là, on clique sur configurer et normalement, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, on avait plusieurs choses. D'abord, on a pipeline qui indique qu'on va créer avec Groovy un projet Jenkins de type pipeline qui va permettre de définir toutes les étapes par lesquelles va passer le projet qu'on a poussé sur
un serveur de gestion de version comme GitLab ou GitHub. Agent Any, ça c'est quelque chose qui signifie que ce pipeline va pouvoir être exécuté sur n'importe quel serveur Jenkins, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que là pour l'instant nous on n'en a qu'un seul, mais dans une entreprise où il y a beaucoup de développeurs qui vont utiliser le même serveur Jenkins par exemple, il va falloir mettre en place un cluster de serveurs Jenkins, c'est-à-dire par exemple un serveur ou deux serveurs Jenkins maîtres et des serveurs Jenkins esclaves sur lesquels vont s'exécuter les différents pipes qui ont été développés par les différentes équipes. Donc quand on met agent Any, ça veut dire que on demande à ce que notre pipe qui est ici soit exécuté quel que soit le serveur. Par contre, parfois on peut mettre ici carrément le nom d'un serveur. Alors ici, on n'a pas cette problématique, donc on laisse comme ça. Ensuite, ici, on définit des variables d'environnement. En particulier, ici, on a défini le path vers la version de Java qui va être utilisée par notre pipe et le Java Home. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire donc que quel que soit le langage avec lequel on travaille, que ce soit du Java, que ce soit du Node, que ce soit du PHP, Jenkins pourra le traiter. Ensuite, stage, les étapes du pipeline, et on commence à les définir. Donc stage, récupération du projet. Dans les étapes, on définit la branche à partir duquel on va récupérer le projet, le credential qu'on a défini dans Jenkins File. Alors pour pouvoir définir le credential, la démarche elle a été de générer une clé publique privée sur le serveur Jenkins. Elle a été d'envoyer la clé publique sur le serveur GitHub et de définir la clé privée dans le credential pour que Jenkins puisse communiquer avec GitHub. Ici, on a l'URL du projet. Ensuite, donc cette étape-là va permettre de récupérer, cette première étape du pipe va permettre de récupérer le projet. Mais si cette étape-là se plante, le pipe s'arrête. C'est pour ça qu'on parle de pipeline. Ensuite, ici on a un stage de compilation. Stage compile, les projets vont être compilés pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Ici on a un stage de test. Donc on lance en particulier ici pour l'instant les seuls tests qu'on a c'est des tests unitaires. Ici, on a un stage de création de package. Donc, on va créer le package. Donc, voilà où on s'était arrêté. Maintenant, il faut qu'on continue. Il faut qu'on ait une étape, par exemple, après ce stage de package, dans lequel on va créer le Dockerfile, créer l'image, qui va être poussée sur le Docker Hub. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, première étape, on va aller sur Google et on va aller sur le Docker Hub pour aller se créer un compte. Donc ici, on va s'enregistrer. Alors, vous enregistrez donc votre adresse email. C'est l'inverse. Voilà. Ici, votre nom d'utilisateur, le mot de passe. Je ne suis pas un robot. J'accepte. Sign up. Ouais. Voilà.
normalement, on peut se connecter. Voilà. Et le mot de passe. Voilà, alors attention, là c'est un compte gratuit, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. En particulier, par exemple, quand vous avez un compte business, généralement une entreprise peut avoir ça, ça veut dire que toutes les images qu'on va récupérer vont être sécurisées, officielles. De plus, on va pouvoir créer plusieurs dépôts sur lesquels on pourra mettre nos images. On pourra raccorder le Docker Hub, on pourra le raccorder à notre avec notre GitHub, sur lequel on pourrait pousser un Docker file pour que Docker Hub puisse construire l'image automatiquement. Donc là, nous, on l'utilise dans un cadre gratuit. Première des choses à faire ici, on clique sur Repository. Et dans Repository, on va donc on va cliquer sur Create Repository. Alors là, il me dit de vérifier d'abord mon adresse email, donc il faut que j'y aille. Donc on va vérifier l'adresse email. Voilà, donc là normalement vous recevez un email et vous cliquez sur Verify adresse email, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Normalement je l'ai fait. Et on va peut-être recommencer à se connecter. Donc je reclique sur Repository, je reclique sur Create Repository, et puis là, il me demande de donner un nom à ce repository. C'est un peu comme GitHub. La seule chose ici, c'est pour les images Docker. Et là, je vais mettre un nom, par exemple, à ce repository. Je vais l'appeler Mousse 2023 repo. Voilà. La visibilité, elle est ici, donc Peas in Docker Hub Search public. Donc là, c'est visible par tout le monde. Private, only visible to you. On va se cliquer un create. Voilà. Et là, j'ai créé un repo sur lequel je vais pouvoir pousser mes images Docker, en particulier l'image de mon application qui pourra être déployée sur un serveur de test ou sur un serveur de production. Alors, entre parenthèses, vous avez vu que dans la formation qu'on est en train de faire, on est capable d'installer un serveur GitLab en local. Eh bien, de la même manière, on peut installer un Docker Hub en local pour pouvoir y pousser les images. Donc là, ça qui est super intéressant à comprendre, c'est que dans une entreprise peut avoir son registry local avec un Docker Hub installé localement. Voilà. Ensuite, on va voir comment configurer sur notre serveur, notre machine, pour que on puisse y pousser notre code, l'image Docker. On va revenir sur à ce niveau-là. Et là, l'objectif maintenant, avant de pousser quoi que ce soit, vous voyez, parce que ici on est au stage package, mais on n'a pas construit d'image Docker. Parce que, souvenez-vous, pour construire une image Docker, il faut utiliser le Dockerfile. Donc il faudrait que Jenkins le fasse. Première des choses, petit problème. Donc, je recommence. Voilà. Des fois, parce qu'il y a un petit moment que je ne me suis pas connecté. Première des choses, alors ça c'est ce que j'ai indiqué dans le document, il va falloir installer le plugin Docker Pipeline. C'est ça la puissance de Docker, c'est les plugins. Vous voyez, je vais venir donc sur Administrer Jenkins ici, et je vais descendre sur
alors les plugins, manage plugin, bon, il faut trouver, voilà, gestion des plugins, ici. Gestion des plugins, on a plusieurs types de plugins. Alors, on a vraiment quelque chose d'impressionnant en termes de plugins avec Jenkins. Mais là, on va aller sur Available Plugin ou les plugins disponibles. Et on va écrire Docker Pipeline. Voilà. Et voilà, on a ici Docker Pipeline. Build et use Docker Container from Pipeline. C'est ce qui nous intéresse. On clique ici pour pouvoir l'installer dans Jenkins et on va cliquer sur Install without restart. Et là, voilà, il est en train de faire l'installation du Docker Pipeline. Voilà, donc dès qu'on voit que tout est un succès, vous voyez. Voilà. Alors on nous dit ici, vous pouvez commencer à utiliser plugin installé dès maintenant, puisque on a demandé à ce que ce soit installé sans qu'on redémarre Docker. On revient sur le tableau de bord et on va retourner sur le Spring Web Service. Et là, on va aller sur configurer et l'objectif, ça va être d'ajouter un stage pour la construction de l'image à partir du Dockerfile. Donc là, on a le stage package. C'était le dernier stage que l'on avait réalisé. Donc à ce niveau-là, donc vous voyez, il faut qu'il reste 2 accolades toujours à la fin. On se place ici. Et là, vous voyez, on va pouvoir, alors je vais peut-être descendre un petit peu plus bas pour qu'on puisse le voir. Vous voyez, il doit toujours avoir 2 accolades à la fin. Une fin d'accolade pour le pipeline, une fin d'accolade pour le stage avec un S. Donc on se place à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, on va indiquer une étape qu'on va rajouter au build pour la construction de notre image. Alors plusieurs choses d'abord. La première des choses, c'est que il va falloir qu'on se crée un credential à ce niveau-là pour que Jenkins soit capable de pousser cette image sur le Docker Hub. Alors pour que Jenkins soit capable de pousser l'image sur le Docker Hub, on va se créer un credential. Alors d'abord, on va faire sauvegarder. Voilà. Pourquoi on a besoin d'un credential? Parce que, vous voyez, sur le Docker Hub, nous on s'est identifié ici. Donc même chose, il faut impérativement que Jenkins puisse s'identifier sur le registry pour y pousser notre image. Donc on va venir ici, on va cliquer sur tableau de bord, on va cliquer sur administrer Jenkins, et à ce niveau-là, on va descendre, et on va descendre sur manage credential ici. Une fois qu'on est sur manage credential, on clique sur système ou global, aucune importance. On clique sur Add Credential et ici, l'objectif, ça va être de rajouter un credential avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur, c'était Mousse 2023. Le mot de passe, ça va être celui que vous aviez défini. Voilà, donc là vous aviez défini un mot de passe, et là on va lui donner un ID, c'est-à-dire que là on va écrire Jenkins, pour qu'on puisse le repérer, hein. On va écrire Jenkins, et on va appeler ça, on a dit Docker Hub. On pourrait faire une description, hein, pour que Jenkins se connecte à Docker Hub. On clique sur Create. Et voilà, donc on a notre credential qui est créé ici. Une fois que ce credential est créé, ça signifie que on va pouvoir l'utiliser avec notre registre ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va récupérer ces 3 variables.
on va revenir sur Jenkins, tableau de bord, Spring Web Service, on clique sur configurer et on va à ce niveau-là, ici, on va venir ici pour... Ah non, ce que je fais là, je fais n'importe quoi. Il faut revenir plutôt en haut. Donc il faut annuler, il ne faut pas faire comme ça. Il faut revenir à ce niveau-là. Et après Java Home, puisque ça c'est des variables globales, on va mettre les informations. Alors on va les faire des modifs. Expliquer ce qu'elles signifient. D'abord, pour le registrer ici, il faut mettre le nom de notre repo. Donc, il faut revenir sur Docker Hub, notre repo, il est là. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour vous, ça va être celui que vous avez créé. Donc ici, hop, on va récupérer ça, on va coller. Le registre credential, c'est celui qu'on a défini tout à l'heure. On l'avait appelé, alors j'espère que je ne vais pas me tromper, Jenkins Docker Hub. Alors, je pense que vous l'avez appelé comme moi. Et ça, c'est une variable qui va être destinée à contenir l'image que l'on va créer avec Docker. Alors, on va descendre ici. Et déjà, on va, avant de faire ça, on va descendre tout en bas ici et on va rajouter déjà un stage. Alors le stage qu'on va rajouter, c'est le stage qui va permettre de construire l'image. Le stage qui va permettre de construire l'image, elle est ici. Je reviens sur mon Docker Hub et je colle. Stage. Donc on a bien une accolade ici pour le script, une accolade ici pour le stage, une accolade ici pour les steps plutôt et pour le stage. Donc ça c'est bon. On a quoi donc? On a Docker image, c'est-à-dire la variable que l'on a définie plus haut, qui doit être égale à docker.build. Donc ça c'est le plugin qu'on a installé qui va permettre de faire le docker build-t. Ensuite, on lui donne le registry, qui est la variable qu'on a définie plus haut, plus, et on va taguer l'image que l'on veut créer avec les tests. Le problème, c'est que c'est Jenkins qui doit faire ça. Or, Jenkins, c'est une machine, c'est un serveur, même si elle est dockerisée. Donc il faut installer Docker sur Jenkins, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On clique d'abord sur sauver, ici ça on peut le sauvegarder, mais on ne peut pas lancer dans l'immédiat. Pour installer Jenkins sur la machine virtuelle. Alors là, vous êtes sur votre machine Vagrant ou la machine VirtualBox. Il faut d'abord rentrer dans Jenkins, dans le serveur. Docker exec -it Jenkins, alors, en mode route par contre, hein, -u route. On a dit donc Jenkins bash. Voilà. -it. Alors, effectivement, si je mets pas -it, ça va pas marcher. -it. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur Internet et là on va taper Docker Engine. Et comme on est sur une Debian, hein, puisque Jenkins, on l'a installé dans notre machine Vagrant. Alors ça dépend si vous avez, de toute façon, la meilleure façon de procéder, hein, vous voyez, c'est d'aller sur Internet, obtenir la release Linux, tiens. Voilà, donc là, il suffit d'aller se rechercher la commande. Je les ai pas en tête, hein, vous voyez, mais on sait. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on cherche, hein, c'est pas d'avoir en tête. Et là, vous voyez, cette commande-là va me permettre d'obtenir la release Linux pour faire les choses proprement et bien. Et je reviens ici sur la machine virtuelle, je colle,
Et là, vous voyez, il va me donner la release Linux. Donc, c'est bien une Debian. Si vous avez une autre chose, donc, si vous avez une Ubuntu, bah, là, au niveau de install Docker, vous voyez, donc ici, quand j'ai fait la recherche, au lieu de faire Docker Engine Debian, il faudra faire Docker Engine Ubuntu, hein, tout simplement. Donc, je reviens ici. Et là, on va aller se chercher plutôt le convenience script, le script qui va nous permettre de ne pas trop nous embêter. Et on descend ici, install using the convenience script. Alors attention, il y en a deux, hein. Il y a la preview script before running. Ça ne va pas installer, ça va juste permettre de voir ce que ça va faire. Et là, donc, il faut plutôt venir ici. Alors, on espère que curl est installé, sinon bah, il faudra l'installer, hein. On colle. Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que ça a fait, ls? Ça a permis de télécharger ce script, tout simplement. Et ensuite, on va l'exécuter, ce script. Alors, le sudo, c'est peut-être pas la peine, puisque on est en mode route, hein. On va faire un sh. Voilà. Et là, on va coller à ce niveau-là. Hop. Et on va patienter le temps qu'il nous installe notre Docker. Ensuite, une fois qu'il l'aura installé, il faut qu'on ajoute Jenkins au groupe Docker et qu'on aille s'assurer que l'utilisateur Jenkins peut bien utiliser le logiciel Docker. Souvenez-vous, hein, ça on peut le faire, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser Docker ici. Alors, je ne parle pas de cette installation. Je parle de l'utilisation de Docker. Docker, on pourra l'utiliser dans le conteneur à cause de ce qu'on a fait quand on a construit le conteneur, à cause de cette ligne-là. Cette ligne-là, elle signifie tout simplement que on va pouvoir communiquer avec le serveur, parce que cette partie-là, c'est une partie var run docker.soc, c'est une partie qui va désigner un fichier qui permet au client Docker de communiquer avec le serveur Docker. Et puisque toute instruction que le client Docker, hein, quand vous tapez Docker build, Docker run, etc., toute instruction que vous voulez envoyer au serveur Docker, souvenez-vous du cours sur Docker, toute instruction va passer sur ce fichier-là. Elle est envoyée par le client Docker dans ce fichier-là. Et le serveur Docker va la lire dans ce fichier-là. Or, le serveur Docker qui va être utilisé par votre conteneur, c'est le même que celui qui est installé sur votre machine. Donc, il faut impérativement que le fichier avec lequel votre conteneur va envoyer des commandes au serveur Docker, il faut absolument que ce fichier, ce soit le même que celui de votre machine. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. Et si vous ne faites pas ça, l'installation de Docker pourra se faire, mais la suite, quand vous voudrez utiliser des commandes Docker dans Jenkins, ça ne pourra pas se faire. Voilà la raison pour laquelle on avait fait ça. Alors on va aller voir où est-ce que c'en est arrivé. C'est pas encore arrivé, donc on va patienter un petit peu. Voilà. Voilà, donc à l'issue de l'installation, c'est bon. Alors ici, si je tape Docker version, ça a l'air parfait. Maintenant, on va rajouter avec usermod, on va faire un usermod moins petit a grand G. On va rajouter au groupe Docker, on va rajouter l'utilisateur Jenkins. Pourquoi on fait ça? Ben, on va voir tout de suite. Quand on fait exit, si je re-rentre dans le conteneur Jenkins, mais sans l'utilisateur root, hein, on voit que l'utilisateur qui est connecté, c'est Jenkins. Alors voyons, qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, si je fais Docker version, alors là, on voit que on a notre serveur Jenkins qui n'a pas la permission de travailler sur le socket. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est une permission qui n'est pas liée au fait que Jenkins n'appartienne pas
Docker puisqu'on l'a intégré. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce fichier dockersock qui est sur la machine, il est mappé avec le fichier dockersock qui est sur la machine réelle. Or, le fichier qui est sur la machine réelle, seul le root a peut-être des droits dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aller donner des droits. Hop. On va faire un sudo. Donc il faut sortir du conteneur Docker. Et là, on va faire un sudo chmod 666 et on va coller le dockersock. Alors attention, on est bien sur la machine Vagrant, on n'est plus dans le conteneur, on a fait un exit et on va donner l'autorisation, lecture, écriture, etc. à tout le monde sur ce conteneur là. Alors là, comme on est dans un environnement dans lequel on fait un test, normalement on ne procède pas de cette manière là, mais là au moins pour que ça puisse passer, puisque n'oubliez pas que le serveur Jenkins ne doit normalement pas figurer sur votre machine. Donc parfois on a besoin de refaire cette manipulation là, même la prochaine fois on va relancer notre machine. Donc ça il faut savoir, il faut déjà le comprendre, c'est important de le comprendre, puisqu'on n'est pas en train de mettre un environnement en place une bonne fois pour toutes, qui doit être stable, qui doit fonctionner en production. Il est important de comprendre un petit peu toutes ces choses-là. Voilà, donc là il me demande un mot de passe pour voir si c'est vraiment le problème. On revient dans le docker exec-it bash et on va rappeler la commande docker version et là ça marche bien. Ça c'est super important parce que ce qu'on va faire dans notre machine, vous voyez quand on vient ici, sur Jenkins, tout ce qui passe ici doit absolument pouvoir être autorisé à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on avait dit qu'on avait créé notre stage pour créer l'image. Bah écoutez, on va tout simplement lancer un build pour voir si toutes les étapes passent. Est-ce que la récupération du pro... Alors, normalement, si vous avez fait la vidéo d'hier, les 4 premières étapes devraient passer. Il doit y avoir une 5e, la construction de l'image. Donc on va voir si la construction de l'image, elle passe. On patiente un petit moment. Voici le Docker build. Vous voyez, donc Jenkins construit notre image. Il la construit. Il construit l'image tranquillement. Ah, il y a eu un problème, donc il faut aller voir de quoi il s'agit. Hop, je clique ici, je clique sur console output et sortie de la console. Alors qu'est-ce qu'il me dit à la fin? Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il nous dit, vous voyez ici, alors fais-le to solve, fais-le to solve, process, bin-sh, update alternative, install. Donc là, nous explique que cette commande-là qui est dans le Dockerfile, il ne parvient pas à la faire. Donc on va aller voir comment on peut régler le problème. Intéressant de voir comment on règle les problèmes. C'est intéressant que ça passe pas la première fois pour qu'on puisse voir comment on peut régler les problèmes. Alors, donc, je pense que l'erreur que j'ai fait, on la voit tout de suite, parce que si vous n'avez pas fait cette erreur, il n'y a pas de problème. Pour vous, ça va marcher. Mais pour moi, ça fonctionne pas, tout simplement parce que ici, vous voyez, au niveau du JDK19, -JDK19, j'ai mis -JDK19 au lieu de mettre 17 ici. Mais vous, si vous êtes OK, c'est bon. Alors, comment on corrige ce problème? Bah écoutez,
on va aller se relancer IntelliJ IDEA. Alors, hop, moi je le lance de cette façon-là. Si vous n'avez pas le problème, c'est une étape à pas faire, mais intéressant de voir comment on peut régler le problème. Hop. Voilà. Donc je vais lancer l'IDE. Moi je le lance de cette façon-là. Vous, normalement, vous ne le lancez pas comme ça. Alors là, par contre, ça, c'était pas le projet. Alors, Close Project. J'avais Calculator 1, voilà. Il est ici le projet Calculator 1. Projet Calculator 1, ben ici, vous voyez, donc j'ai fait une erreur dans le fichier qui est ici. C'est 17. Donc vous voyez une erreur, on va la corriger directement dans l'IDE. Et là, ben, puisque je suis sur Git, hein, je sélectionne le Dockerfile et je fais commit and push. Et alors, j'aurais peut-être pas dû faire commit and push, hein, je vais faire modif Dockerfile parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on a fait quand même. Ah oui, select. Ah oui, alors le problème c'est que effectivement là, maintenant pour le coup, comme je l'ai stoppé, donc alors ce que je vais faire ici, on va rajouter un petit commentaire quelque part. Hop. As copie de du jar dans l'image Docker. Voilà. Comme ça permet de pouvoir modif Dockerfile, commit and push, on avait dit, modif Dockerfile, c'est parfait, on va la pusher. J'aurais pu juste committer hein, tout à l'heure. Voilà. Donc normalement ça devrait être bon. Donc si c'est bon, ça veut dire que ici, quand je vais envoyer le build, il devrait récupérer le nouveau fichier Dockerfile. Vous voyez, parce que c'est tout un pipe hein, qui se construit. Alors, je recommence. Alors, je clique sur Spring Web Service et je relance un build. Et quand on modifie et qu'on pousse, Jenkins lui récupère de toute façon le contenu à partir du Dockerfile, à partir de GitHub. Et donc, la modif qu'on a fait sur le Dockerfile va être récupérée par Jenkins et il recommence tout. Donc, il récupère le projet à partir de GitHub. Donc, toutes les modifs que le développeur fait, lui, il les a. Il lance la compilation. Il lance, pour l'instant, un test unitaire. Il crée le package et il va construire l'image. Dernière étape dans le petit pipe qu'on est en train de construire, mais déjà, ça va nous donner une bonne idée, c'est de pousser l'image sur le Docker Hub pour qu'elle puisse être récupérée en production par les opérateurs pour pouvoir déployer le logiciel en production. Et voilà, c'est parfait, on a notre image, on peut peut-être aller la contrôler. Tiens, voyons un petit peu ce qu'il a fait, c'est important de savoir tout ce qui se passe, comme ça vous maîtrisez tout votre environnement, ça vous devenez des pros. Et là, vous descendez ici quelque part. D'abord, pas besoin de faire ça. Il suffit de venir ici pour comprendre où est notre projet sur le serveur Jenkins. On va sur le serveur Jenkins. On va peut-être ouvrir une autre fenêtre. C'est pas celle-là, parce que ça c'était JetBrains, c'est plutôt là. Alors on va sur le serveur Jenkins, et là si je suis dans le serveur, là, attention, hein, sur votre machine virtuelle, voilà, je colle, et je fais ls. Alors bon, on a bien notre Dockerfile, mais je vais faire un Docker image pour voir s'il m'a construit l'image dans le Docker. Et là, si on regarde, effectivement, il m'a créé l'image, elle est là, mousse 2023 /repo.
puisque c'est le nom qu'on a donné à notre image. Il vient de la créer il y a à peu près une minute. Donc l'image, elle est prête à être déployée. Regardez bien, vous voyez là, on a tagué avec le nom qu'on a créé plus haut. Donc Mousse 2, elle est prête à être déployée, cette image-là. Et maintenant, l'objectif, ça va être de la déployer. Prochaine étape. On va rajouter l'étape de push. On revient sur le tableau de bord, le Spring Web Service. On clique sur configurer. Et on va descendre ici. On laisse toujours, hein, vous avez vu les deux derniers là, on les laisse vides hein, parce que c'est un pour stage avec un S, un autre pour pipeline. Donc on se met ici quand on veut rajouter un stage. On revient sur le document et là on va ajouter l'étape de push. Sélectionner, on va expliquer une fois qu'on l'aura copié-collé. Hop, vous venez ici, vous collez. Stage Docker Push. Les étapes. Le script c'est le suivant. Docker.with registry. Donc ici on lui passe un paramètre vide, hein, pas besoin de cette partie-là. On lui donne par contre le credential, hein, celui qu'on avait défini plus haut, hein, pour pouvoir se connecter au Docker Hub. Et puis, juste derrière, c'est ça la syntaxe de la fonction. Vous voyez, donc avec le credential, Docker with registry et credential, c'est comme si on se connecte au registry. On écrit docker image.push et normalement ça devrait pousser l'image automatiquement. Vous voyez, donc tout va se faire automatiquement. Je clique sur sauver et là, donc, prochaine étape, on va tout simplement lancer un build. Ah, donc là apparemment il me dit qu'il y a un problème. Console output. Fin de ligne 58, colonne 1. Alors, quel niveau j'ai un problème? On va aller voir à quel niveau il y a un problème ici. On revient sur configurer, on descend, ligne 58, je présume que ça doit être la partie qui est ici, c'est les seuls endroits où j'ai mis une cote. Alors si je regarde ici, je pense qu'il y a plutôt un problème d'accolade. Donc là, si je regarde le script, ça se ferme ici. Les steps qui sont ici... Non, alors d'abord, il y a plutôt cette accolade qui est ici, qui se ferme là. Le script qui est ici, qui se ferme là. Le step qui est ici, qui se... Ah oui, donc le stage Docker Push, je ne l'ai pas fermé. Vous voyez, il faut ajouter une accolade. Je sauvegarde. Et je vais relancer un build. Voilà, qui cette fois devrait passer. Donc là, on patiente un petit moment. Donc il fait la récupération du projet, la compilation, le test. Voilà, le package. Et il devrait déployer le projet. Voilà, il déploie le projet et normalement notre projet, on devrait le retrouver sur le Docker Hub. Patiente un petit moment, voilà, donc là il est en train de pousser le projet.
Vous voyez, le fait de faire ces manips chez vous, au niveau de la bande passante, ça passe. Sinon, quand il n'y a pas une bonne bande passante, ben, on fait rien. Voilà, donc là, avec la bande passante chez vous, et déjà ça prend un peu de temps, parce que là il est en train de pousser le projet. D'ailleurs, on peut voir hein, ce qu'il fait. Hein. Il suffit de cliquer sur 18, le build, vous cliquez sur console output et vous pouvez descendre pour voir ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, regardez. Il est en train de pousser. Docker push, il prépare et il devrait pousser le projet. Waiting. Vous voyez, donc on va attendre hein, que ça se termine. Alors le problème, c'est que vous voyez que pousser à chaque fois, parce que là par exemple, vous voyez, si on fait un Docker image hein, sur le conteneur Jenkins, on voit que l'image, elle fait 648 MB, presque 1 giga. Donc si à chaque fois, il faut repousser cette image sur le registry distance, c'est un problème. Mais là, ça, c'est dû au fait que nous, on a un repo gratuit. Alors que normalement, c'est juste le Dockerfile que l'on va pousser sur GitHub. Et ensuite, quand on voudra télécharger l'image, ce sera le Docker Hub qui se chargera de construire cette image à partir de notre Docker Hub. Donc c'est très rapide. Là, c'est pas possible à chaque fois de pousser de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle on va se créer un petit repo local sur notre machine avec Docker pour simuler un vrai repo. Hein. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Donc pour créer un repo local, comment est-ce qu'on procède? On va venir sur notre document, donc se rendre dans le terminal et on va saisir la commande suivante. Donc dockerlan, c'est-à-dire qu'on va dockeriser un repository local, -d, -p, le repository local va écouter sur le port 5000 et on va définir son nom d'hôte de la manière suivante. Donc on va faire hostname registry. On va demander à ce qu'il redémarre tout le temps, et il va s'appeler registry. Donc on récupère cette chose-là, voilà. Et attention, il faut sortir du conteneur Docker par contre, hein, du conteneur Jenkins. Il faut être sur votre machine Vagrant, il ne faut pas être dans le conteneur Jenkins. Hein. Donc sur la machine Vagrant, on va tout simplement coller cette commande-là. Elle va permettre de créer un petit registry local. C'est vraiment pour les tests. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le Docker Hub sur Internet, on va avoir un petit registry local sur lequel on va pouvoir pousser nos codes. Que normalement, c'est un peu plus complexe de créer un registry distant sur la machine, sur une machine. J'ai le cours, la commande, mais comme c'est un peu complexe, donc je ne vais pas le faire maintenant, pour qu'on puisse surtout avancer et comprendre comment on crée notre pipeline, puisque là on l'a déjà créé, on sait comment envoyer sur le Docker Hub. Voilà. Donc je fais un Dockerlan. À partir de là, donc, il va aller me chercher l'image, une image qui va me permettre de simuler un petit registry local. Voilà. Donc là, il faut patienter un petit moment. Voilà. Et si je fais un Docker PS, voilà, je vais avoir mon petit registry qui va être ici, qui fonctionne sur la même machine. Je vais faire un Docker inspect registry pour avoir des informations sur ce registry que j'ai installé. Voilà. Alors, je crois que je ne l'ai pas appelé registry par contre. Je vais faire un docker ps. Alors le registry, je ne lui ai pas donné de nom. Donc le nom a été donné de manière aléatoire ici. Et j'ai pas donné de nom au registry, hein, puisque là j'ai défini son hostname mais pas son nom. Donc ce qu'on va faire, on va le supprimer. Docker rm. On récupère l'idée du registry. Alors supprimez bien le registry et pas Docker, hein, pas Jenkins. Hein. Voilà, je colle. Vous voyez, c'est le registry. Hein. Hop. Et là, comme le registry est en train de fonctionner, je vais forcer la suppression. Donc si je refais un docker ps,
seul Jenkins fonctionne. Et là, donc, on va donner un nom au registry, ce qui veut dire qu'il faut compléter cette instruction avec -nem registry. Voilà. Voilà. Hop. Et je vais coller l'instruction. Voilà. Alors, ici, oui, c'est parce que le moins ici n'est pas bien écrit, donc c'est moins à ce niveau-là, comme ça. Et donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Repository, on va regarder. Alors, docker run -d -p 5000 5000 -hostname registry -nem registry -restart always registry. Voilà, donc là j'ai créé le registry. Je fais un docker ps et le registry est bien là. On va aller inspecter son adresse IP. L'adresse IP, elle est là, l'IP adresse. Ouais. D'ailleurs, on peut voir hein, si on... Donc l'IP adresse, c'est le 3. On peut voir d'ailleurs également l'adresse IP de Jenkins, hein, qui lui doit être en 2. Et on a l'adresse IP de Jenkins qui est en 2, l'adresse IP du registry qui est en 3. Alors pour que l'environnement de test que l'on est en train de produire puisse fonctionner, il faut indiquer à Docker qu'on va utiliser un registry qui n'est pas sécurisé. Puisque normalement, lorsqu'on fait un Docker push, Docker envoie les images sur un registry sécurisé. Pour faire ça, on va utiliser un fichier de configuration de Docker, donc qui va être celui-là. On revient sur la machine Vagrant, hein, ou des... Voilà. Et on va rentrer dans ce fichier-là, et dans ce fichier, on va définir les adresses IP des registries non sécurisés. Donc insecure registry 127.0.0.12.5000, puisqu'on a mappé sur le port 5000, et on indique l'adresse IP du registry. Donc on change la configuration de Docker. Ensuite, on va redémarrer Docker, c'est-à-dire comment dirais-je, donc le service Docker. Hein. Pourquoi on le redémarre? C'est tout simplement pour que tout soit bien pris en compte, hein, c'est-à-dire cette nouvelle config. On fait un Docker PS, on va s'assurer que les adresses IP pour notre environnement de test ont bien été conservées, et là, voilà, on a un problème, c'est que le registry, il a pris une autre adresse. Alors pourquoi c'est comme ça? Vous voyez, si je refais encore le docker inspect Jenkins, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est le premier qui démarre qui prend, si vous voulez, la première adresse disponible. Alors j'aurais pu les fixer hein, comment dirais-je, en fixant l'adresse IP de chaque machine, mais pour ce premier petit test, c'est pas nécessaire. Là, c'est intéressant de voir le problème. Donc, ce qu'on va faire, on va stopper Jenkins. Voilà, on va stopper le registry. On va faire un docker ps. On s'aperçoit que tout est bien stoppé. Et on va relancer Jenkins en premier. Et on va relancer le registry en deuxième. Donc là, si on fait un docker
inspect registry, normalement, ça devrait être bon, il a bien conservé son adresse IP. Et là maintenant, on a un registry sur lequel on va pouvoir pousser notre code. Si vous revenez sur votre Jenkins, voilà, si vous revenez sur votre Jenkins, vous voyez, donc on voit encore, alors chez moi encore ça commence à tourner, hein, comme quoi c'est assez gros, ça dépend des connexions aussi. Donc on va arrêter le Docker push qui est ici, c'est pas la peine de s'en encombrer. Vous voyez, donc si à chaque fois on doit pousser que ça dure autant de temps que ça, c'est peut-être pas la peine. Et donc là, ce qu'on va faire plutôt, peut-être d'ailleurs le détruire, tiens. Ici, hop. Oui, donc là voilà, donc là normalement c'est bon, il a été désactivé. Donc vous voyez, le problème c'est que comme on a un repo qui est gratuit, bon à chaque fois il faut pousser l'image pour faire des tests, c'est pas sympa parce que si à chaque fois on doit faire ça, donc on va simuler le repo distant. Alors pour faire ça, puisqu'on vient de le créer, d'abord il faut comprendre comment fonctionne le repo distant. Ça veut dire que ici, hein, donc dans votre machine Vagrant, hein, vous aviez le dossier Spring Web Service. Ici. Et ici, donc, on avait normalement le Dockerfile. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement de voir comment on peut créer un fichier, déjà, en local, que l'on peut pousser sur le repo local. Donc, Docker build -t. Là, on va donner carrément l'adresse 172.17.0.3 du registry local. On va lui donner le port 5000. On va lui donner un nom à cette image. On va l'appeler par exemple image Spring. Et on se fait un point à la fin. Et déjà, il faut qu'on comprenne comment est-ce qu'on pousse une image sur un repo. Donc là, je construis l'image, mais je la tag cette fois-ci avec le repo local. Et pour la pousser, il suffira de faire un docker push de cette image-là. Hop, je la récupère et je la pousse. Voilà. On la pousse comme si on est sur un véritable serveur. Patiente un petit moment, voilà, ça pousse mon image, mais c'est beaucoup plus rapide puisque ça simule en local. Donc si à chaque fois il doit faire ça sur le repo distant, bon, pour faire nos tests, ça va prendre du temps. Donc là on patiente un petit moment qu'il achève. Voilà, donc là l'image a été construite, on peut faire un docker image pour la voir. Là l'image, elle est là. Si je la supprime cette image, si je fais par exemple un docker RMI et que je supprime cette image sur mon disque. Si je fais un docker image pour m'assurer qu'elle a été supprimée, elle n'est plus là. Mais je peux la récupérer à partir du registry. Pour ça, je vais faire un docker pull. Vous voyez, comme si je faisais un docker pull pour le docker hub. Et je vais la récupérer en écrivant 172.17.0.3 2.5000 slash et je vais avoir l'image que j'avais appelée image Spring. Donc je lui donne ce nom-là. Et hop, il va me la chercher sur le registry. Pas Docker PS, pardon.
Docker image et on voit que l'image elle est bien là. Donc on a simulé un petit registry local, ce qui va permettre d'aller jusqu'au bout du test de notre pipeline rapidement, parce que si à chaque fois on doit attendre que 600 mégas soient poussés, sur le Docker Hub, bon, en matière de test, ça pose un problème. Je répète encore une fois, si on avait un registry payant, Docker Hub payant, donc dans ce cas-là, on pousserait que le Dockerfile et c'est le registry qui s'occuperait de réaliser l'image. Alors, ici, je reviens sur le Spring Web Service, je reviens sur configurer, et là, pour pouvoir faire mes tests, je vais descendre un petit peu plus bas. Cette partie-là, stage Docker push, je vais juste, vous voyez donc cette partie-là, ici, et je sélectionne bien, faut cette accolade, etc. Ça, je vais l'enlever pour pas qu'il me le pousse sur le registry distant. Je voudrais qu'il me le pousse, qu'il fasse, hein, alors on peut aller rechercher l'instruction, hein. Vous voyez, ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait fait le Docker push. On peut rechercher cette instruction-là. Hop. Hop. Et ici, je vais écrire sh, entre guillemets, et je lui passe cette instruction qui va exécuter. Ensuite, ici, il faudra que je crée une image. Donc ça, on va le supprimer. Alors on fera sh également, entre guillemets. On fera un docker build. Alors on peut aller d'ailleurs chercher l'instruction, hein, qu'on avait fait ici directement. Docker build, ben voilà, l'instruction elle est là. Hop. C'est-à-dire que ça permet de faire les tests en local. Et quand on a un registry payant ou un registry installé au sein de l'entreprise, donc dans ce cas-là, on pourra reprendre les instructions auparavant. Alors ici, donc, il me dit qu'il y a un problème. Ah oui, donc ici, on a oublié le guillemet à la fin. Normalement, ça doit être ça. Voilà, alors si je remonte pour voir comment j'avais écrit mes instructions sh, c'est bien ça. sh. Voilà, on va sauvegarder. On va y retourner pour s'assurer qu'il n'y a plus l'erreur. Moi, il n'y a plus l'erreur ici. Voilà, et on va tenter de lancer un build. Et là, ça permet d'avoir un pipe avec lequel on réalise toutes nos opérations. Alors 19, donc il me dit qu'il y a une erreur, il faut aller voir l'erreur. Il me dit expecting bat en ligne 45, donc il y a un problème à la ligne 45. Allons voir quel est le problème. Donc très probablement peut-être une erreur de saisie ou autre chose, je sais pas. La ligne 45. Alors où se situe la ligne 45? 45, c'est celle-là. Alors, on a bien le SH. Oui, là, c'est ce guillemet là qui avait en trop. Ah. On sauvegarde et on relance un build. Voilà. Et là, ça permet de tester notre pipeline, puisqu'on sait le construire jusqu'à l'envoi sur un registry distant. Mais là, pour pouvoir continuer à tester en local en tant que développeur pour construire un pipe qui va fonctionner, on va travailler sur un registry local, hein, puisque ça permet d'aller beaucoup plus vite, hein, et de tester toutes les parties. À la fin, quand tout est OK, bah, le Docker build
il suffira de remettre ce qu'on avait fait auparavant, et pour le Docker push, il suffira de définir le registry distant qui sera installé soit dans l'entreprise, soit que l'entreprise aura payé, puisque vous voyez qu'avec le registry payant, le temps que ça soit envoyé sur le registry distant, surtout que les images sont grosses, c'est pas possible. Voilà, donc là, on a un pipeline qui fonctionne bien. Le dernier problème qui reste à régler pour bien comprendre cette notion de pipe, c'est que normalement, ce pipe doit se déclencher à chaque fois qu'on commit ici. Vous voyez, le développeur ne doit pas avoir à se déplacer sur Jenkins. Ça, c'est pas possible. S'il doit se déplacer sur Jenkins pour créer pour pouvoir récupérer le projet et déployer à chaque fois, c'est pas possible, ça doit être automatique. Le développeur doit rester qu'ici. Dès qu'il pousse, hop hop, tout doit se faire automatiquement. Alors comme on est dans un environnement de test, le serveur n'est pas réellement installé, le serveur Jenkins n'est pas réellement installé soit sur le cloud, soit sur un serveur distant. Donc là, ça va être une opération un petit peu complexe à mettre en place, mais on va le faire, puisque on va être confronté à un problème, puisque l'objectif, si je reprends le... Alors je sais pas où est-ce que je l'ai mis, si je reprends... essayer de récupérer un petit schéma, voilà. Puisque l'objectif, c'est le suivant. On voudrait que dès qu'on pousse le code sur le serveur GitHub ou GitLab, on voudrait que le serveur Jenkins puisse avoir ce projet. Mais qui c'est qui va le pousser? C'est le serveur GitLab ou GitHub qui doit pousser ce code sur le serveur Jenkins. C'est lui qui doit le faire. Le problème que l'on a, nous personnellement, c'est que le serveur Jenkins qui est là, on l'a installé sur notre PC, qui est à la maison. Ou qui pourrait être d'ailleurs en entreprise, à partir de l'instant où il est sur notre PC, c'est un problème. Ça veut dire que le serveur GitLab, lui, ou GitHub, il est sur Internet, et donc le serveur GitHub doit avoir un moyen de pouvoir communiquer avec votre serveur Jenkins qui est sur votre machine. Tandis que si le serveur Jenkins était installé sur le cloud ou réellement dans l'entreprise, ce serait plus simple. Donc là, le problème auquel on va être confronté, c'est déjà de configurer le serveur GitHub pour que dès qu'il reçoive quelque chose, il puisse pousser le projet sur le serveur Jenkins. Mais il faut que on puisse également faire en sorte que le serveur GitHub puisse comprendre qu'il doit traverser votre routeur pour communiquer avec le serveur que vous avez sur votre PC. Alors on pourrait faire une configuration compliquée, c'est pas l'objectif parce que là vous n'avez pas touché à votre routeur. On va voir comment on peut utiliser un utilitaire qui va nous permettre de faire ça. Alors pour faire ça, écoutez, on va rechercher sur internet, tiens, un tuto qui va nous permettre de faire ça. Dans Google, je vais taper Webhooks GitHub Jenkins. Alors Webhooks, ça c'est vraiment un terme à retenir. Webhooks. Webhooks, ça désigne un composant qui va permettre à un serveur, lorsqu'il reçoit par exemple sur notre serveur GitHub, lorsqu'on pousse notre code sur GitHub, Webhooks c'est un composant qui va permettre de pouvoir notifier le serveur Jenkins que il faut qu'il récupère ce projet. Vous voyez, c'est comme une petite notification qui va être envoyée. C'est ça un Webhooks, hein. Et ça, c'est des composants qui sont très très utilisés. C'est-à-dire que là, par exemple, dès que le serveur reçoit quelque chose, hop, il va notifier le serveur Jenkins pour lui dire, bon, il faut récupérer le projet. Vous voyez.
Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé, hein, ce terme Webhooks. Donc dès que vous avez par exemple un problème comme celui-là à résoudre, vous vous dites, bah tiens, mon serveur reçoit quelque chose, il faut qu'il puisse notifier un autre serveur qu'il a reçu quelque chose, hop, on pense à Webhooks. C'est pour ça qu'on peut aller se voir un tuto ici. Webhooks, GitHub Jenkins, how to integrate your GitHub repository to your project. Voilà, donc on descend un petit peu, là il y a de la lecture en anglais, il faut savoir lire. Et là, il explique how to set up the Jenkins plus GitHub intégration. Donc là, apparemment, il vous dit go to your GitHub repository et click on setting. Bah, écoutez, on va le faire ensemble. Allez, GitHub. Voilà, je suis sur GitHub et je vais cliquer, on me dit sur Setting. Voilà, je clique sur Setting. Ensuite, une fois que j'ai cliqué sur Setting, si je reviens sur le tuto, on me dit de cliquer sur Webhook et then click on Add Webhook. OK. On revient ici, donc on me dit de cliquer sur Webhook. Alors, où est-ce qu'il est passé Webhook ici? Webhook, Webhook, Webhook. Where is Webhook? Que je ne vois pas d'ailleurs. Webhook. Alors des fois ça peut... C'est bizarre que je ne le voie pas Webhook. Alors voyons. Revenons sur le tuto. Donc ici, le setting du projet. Vous voyez, donc là, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Donc on revient ici. Hop, your repository. Et je clique sur le projet qu'il y a sur GitHub. Et il faut cliquer sur le setting du projet. Et c'est là où Webhook va arriver. Et là, on me dit de cliquer sur Add Webhook. Je dois confirmer l'accès. Je reviens ici. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on me dit de faire? In the payload URL, field pass your Jenkins URL. At the end of this URL, add GitHub Webhook. Et c'est là où on a un problème. Parce que là, il nous dit que au niveau de l'URL, il faut mettre l'URL vers notre serveur Jenkins. Vous voyez? Donc, ça veut dire que il faudrait récupérer ça. À ce niveau-là, dans payload URL, il faudrait que je mette le HTTP, alors, pour comprendre, hein, URL vers le serveur Jenkins dans ma maison, dans mon ordi, dans mon ordi perso, avec un slash à la fin, et il faudrait faire ça. Alors ça, le problème qu'on a, c'est qu'il faudrait que ça passe à travers votre routeur, que le routeur soit configuré pour envoyer ça vers votre machine. Là, c'est un problème. Par contre, si le serveur Jenkins était installé dans une entreprise où ils ont fait le travail pour ça, pas de souci, ça va passer, ou sur le cloud, pas de souci, ça va marcher. Bon, nous, on va utiliser nos petits moyens, on va aller sur Internet ici, on va se rechercher un outil ngrok. Vous voyez, ngrok, online, hop là. Et cet outil ngrok, il va nous permettre de faire la chose suivante, c'est-à-dire que ici, cette URL, on va la mettre vers ngrok, qui est sur le réseau, Internet, et ngrok, c'est un outil qui va permettre de pouvoir communiquer avec notre serveur directement. Donc on va faire ça. Alors pricing, bon, il y a un prix hein, quand on veut faire des choses pro. Là on va l'utiliser nous gratuitement. Donc sign up for free. Voilà. Ho name, on va faire mousse. Le mail mousse et on va se faire un gmail.com. Qu'est-ce qu'il me demande? Un password. Ok. Voilà. Je ne suis pas un robot, je signe. Ah, il me dit you must accept the term of service.
Ah oui, accept the term of service ici, et je signe. Voilà. Une fois que j'ai signé, je suis sur ngrok. Alors attention, donc vous, c'est en fonction de votre distribution que vous téléchargez. Donc ici, par exemple, si vous avez un Windows, il faudra venir sur Windows pour faire votre téléchargement. Si vous avez un Linux, il faudra venir sur Download for Linux. Voilà, Download for Linux, et je fais mon téléchargement. Et je vais télécharger un produit. Voilà. Et là, vous voyez, si ça avait été sous Windows, j'aurais été tout simplement ici pour télécharger. Et là, il vous explique la démarche à faire pour faire fonctionner tout ça. Oui. Alors, une fois qu'on a récupéré notre ngrok, vous c'est sur Windows, moi c'est sous Linux, je vais aller dans le dossier téléchargement. Alors je ne sais pas où j'ai mon ngrok là. Normalement il a dû être récupéré. Alors où alors je recommence. Voilà, donc je suis là. Ngrok, c'est Linux. Donc ici, je vais afficher dans le dossier. Ça, je vais le retrouver. Voilà. Je vais le prendre. Hop. Et je vais aller dans créer un dossier. Je vais faire ngrok. Zut. C'est pas grave. Je colle et je le décompresse. Donc vous aussi, vous pouvez l'extraire. Voilà. Supprime. Voilà. Voilà, donc un simple fichier de rien du tout. Et là, il me dit plusieurs choses. Alors, il me dit qu'il faut le décompresser. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ça y est, donc vous aussi, vous l'avez décompressé. Et ensuite, il me dit d'exécuter cette commande-là. Alors attention, on ne va pas le faire tout de suite. Et ensuite, il me dit de faire... alors ça dépend de ce que je veux faire exactement. C'est-à-dire que là, ça dépend si je veux... parce que moi, c'est le 80-80 qui m'intéresse. Donc, on va faire cette opération-là ensemble. Alors, première des choses à bien comprendre, c'est que là, nous, notre Jenkins n'est pas installé sur notre machine locale, il est installé sur une VirtualBox. Donc on a une difficulté, parce que normalement, ça doit s'exécuter sur la machine locale. Donc la difficulté qu'on a, c'est que il faut que ngrok puisse comprendre que c'est sur une VirtualBox. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur la VirtualBox qui est ici. Vous faites la même chose, bouton droit, on va aller sur configuration. Et là, une fois qu'on est arrivé là, on va aller sur réseau, on va aller sur avancé. Et on va aller sur redirection de port. Alors qu'est-ce que c'est la redirection de port? Donc si vous avez déjà quelque chose ici, pas de problème pour vous. Alors je ne sais pas ce que vous avez, mais là l'objectif, la redirection de port, c'est une façon de dire à cette machine VirtualBox, de lui dire voilà, quand il y aura une requête qui sera reçue directement sur la machine locale, la machine hôte, pardon, par exemple je ferai un HTTP, imaginons que je fasse ici un HTTP, oui, c'est-à-dire que l'objectif, si je fais un HTTP sur la machine qui n'est pas la machine Debian, HTTP localhost 2.80.80, si je fais ça, vous voyez, là je suis sur ma machine locale à moi. Et sur cette machine locale, j'ai pas de Jenkins qui est installé. Donc c'est normal que ça marche pas. Mais là l'objectif, moi, je veux expliquer à la machine VirtualBox, lui dire, attends, quand la machine hôte, elle recevra
quand je demanderai localhost de .8080, bah, cette requête sera redirigée vers toi, la VirtualBox, et donc tu afficheras Jenkins. Vous voyez, c'est comme une manière de confondre, en quelque sorte, la VirtualBox avec notre machine. Et pour faire ça, ici, donc je vais cliquer sur le symbole plus, protocole, alors l'adresse IP de l'hôte, l'adresse IP de l'hôte, faut aller la voir, hein. L'adresse IP de la machine hôte, c'est votre machine à vous, donc il faut ouvrir un terminal. Attention, il faut ouvrir un terminal dans votre machine Windows, hein. Si vous êtes sous Windows, moi je suis sous Linux, donc j'ouvre un terminal sur ma machine Linux. Si vous êtes sous Windows, il faudra faire ipconfig pour trouver votre adresse IP. Je suis sur Linux, donc je fais ipaddr. Voilà. Et là, mon adresse IP, l'adresse IP de ma carte Wi-Fi. La carte Wi-Fi, alors il faut la trouver. Vous devriez trouver une adresse en 192. quelque chose. Vous voyez, moi j'ai une adresse en 192.168.1.2, hein, puisque c'est ma carte Wi-Fi. Vous devriez avoir, je pense, également une adresse en 192.168.1. quelque chose. Je récupère cette adresse IP et je mets ça ici. Le port de la machine hôte que je veux mapper, c'est le port 8080. L'IP invité, c'est 192.168.56.2, c'est votre machine Vagrant. Le port invité, c'est 8080. Alors attention, il faut voir si avec Vagrant, vous n'aviez pas déjà quelque chose ici, hein. Mais normalement, je fais OK, on va tester, est-ce que ça marche? Ouais, si je fais ça. Alors, là, ça marche toujours pas à ce niveau-là. Alors, avec localhost, ça marche pas. Voyons si avec l'adresse IP de ma machine locale, 192.168.1.2, ça va fonctionner. Si je fais ça, on voit que ça marche, hein. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, lorsque je fais l'adresse IP de ma machine locale, 8080, puisque j'ai fait la redirection de port, ça semble fonctionner. On va voir donc si avec ngrok, je peux faire quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, pour ngrok, c'est comme si Jenkins était installé sur ma machine qui est directement reliée à Internet. Je vais sur cette app ngrok, alors il me dit de faire ça, ok, ça je l'ai fait. Il me dit de faire cette commande-là. Vous voyez, donc vous faites exactement ce qu'il nous dit de faire. Alors attendez, il faut aller à l'endroit où on a installé ngrok. Voilà, ici, et bien sûr, il faut être dans le terminal, hein. Il faut être dans le dossier où il y a ngrok, hein. Oui, alors je colle cette instruction. Alors il me dit la commande n'a pas été trouvée parce que je ne suis pas sous Windows, donc il faut que je fasse un ./. Voilà, donc là c'est bon. Et qu'est-ce qu'il me dit de faire? Il me dit de faire cette commande-là. Mais alors, cette commande-là, on va pas la faire comme ça. Alors on va aller s'ouvrir un petit fichier, peut-être, pour la travailler un peu, et voir si ça va passer. Hop, ngrok http, alors moi ce que je voudrais, c'est que ngrok, qui est sur internet, puisse me trouver sur 192.168.1.2 de .8080. C'est ça qui m'intéresse, hein, c'est que on puisse me trouver à partir d'internet sur cette adresse là. Alors attention, vous, ça doit être votre adresse IP, hein, que vous devez mettre, hein. Alors, je vous rappelle qu'on est sur un produit qu'on utilise gratuitement. Donc là, vous devez avoir cette adresse IP qui est celle de votre machine à vous, hein. Donc je vais tenter ça. On va voir si avec cette version gratuite, ça va marcher. Alors zut, alors c'est toujours le ./. Ah, il me dit unknown command http for ngrok. Alors, on va voir pourquoi ça marche pas. Donc on va rappeler la commande et
on va faire exactement comme il nous dit. Là, je ne vais pas mettre l'adresse IP, puisqu'apparemment c'est sur le port 8080 que ça se passe, il n'y a pas de localhost, rien du tout. Voilà, je fais juste ça. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Le compte mousse may not start ngrok until l'administration. Ah oui, donc là il faut aller vérifier l'adresse email. Donc vous voyez, donc il veut pas tant que j'ai pas fait la vérification de l'adresse email. Donc faut que je voie sur mon téléphone. Voilà, j'ai fait la vérification sur mon téléphone, je rappelle la commande, voilà. Et là, vous voyez, il me donne une adresse ici, l'adresse forwarding, c'est-à-dire que là, il forward sur le localhost 8080. Et le problème, c'est que sur le localhost 8080, ça marche pas pour l'instant, hein, puisque si je prends le localhost 8080 ici, et si je fais ça, et que je teste, localhost 8080 ne fonctionne pas. Alors comment on pourrait régler ce problème? Ben là, il va falloir aller ouvrir un fichier. Alors attention à ne pas fermer cette petite fenêtre qui apparaît, puisque c'est ça qui va maintenir la communication entre ce site de ngrok et votre adresse IP. Pour l'instant, on a un problème, puisque ça, on a vu que, vous voyez, ça ne permet pas, vous voyez, d'avoir notre Jenkins. Donc on va revenir ici sur la machine, bouton droit, configuration, on va aller sur réseau, on va aller sur avancé, on va aller sur la direction de port, et là, on va modifier avec 127.0.0.1. Hop. Vous faites OK, vous faites OK, vous revenez ici, vous y allez, et c'est bon, ça marche. Donc là, c'est super parce que vous voyez cette adresse-là, celle-là. Alors attention, à chaque fois que vous redémarrez ngrok, cette chose-là change parce que c'est quelque chose de gratuit. Vous voyez, mais c'est pour faire notre test, comme si on avait un serveur véritable. C'est comme si, par exemple, notre serveur Jenkins va pouvoir être atteint sur Internet via cette adresse-là. Et donc là, nous, ce qu'on va faire, on va revenir sur ce qu'on était en train de faire dans Add Webhook. Et là, on va pouvoir lui donner l'adresse. Vous voyez, à la place de URL vers le serveur Jenkins. Hein. Attention de ne pas se tromper ici. Hein. Vous avez HTTP : vous allez coller l'adresse. Vous savez quoi, on va recommencer. Hein. Ah. Ici, là, vous voyez, donc, alors, à ce niveau-là, j'ai HTTP. Hein. D'abord, on va aller bien le chercher parce que je crois qu'il y a le HTTPS. Hein. Oui, donc il faut tout récupérer ici. Hein. Attendez, on va tout récupérer. Hop, on va se faire un copier. Et ici, on va coller. Vous voyez, c'est cette partie-là qu'on supprime. Et on colle à ce niveau-là. Et là, ça nous donne le webhook. Allons continuer notre petit tuto. Où est-ce qu'il était passé notre petit tuto là? Voilà, c'est ça. Il nous dit de faire le payload URL. Ensuite, donc là c'est tout ce qu'il y avait à faire. Hein. In the content type, select application JSON and leave the secret field empty. Donc ça veut dire qu'on est là. Donc là, il nous dit que dans le contenu, il faut sélectionner application JSON et ça, on le laisse vide. Ensuite, on revient sur notre tuto. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, in the page, which event would you like to trigger this webhook? Choose let me select individual event. And
pull request and pushes. At the end of this option, make sure that active option is checked and click add webhook. Donc là, on nous dit que il faut sélectionner les événements. Vous voyez donc ici les événements à partir duquel le trigger va se déclencher. Et donc il y a un pull request quelque part. C'est ça. Donc ici, pull request. Donc ça veut dire que on revient ici. Which event would you like to trigger this webhook? On nous dit judge the post event ou let me select individual trigger events. Donc là, on peut sélectionner les événements. Donc on va avoir le push, git push to a repository. Très bien. On nous dit le pull. Ok, donc on va également activer cette chose-là. Voilà. Donc normalement, ça veut dire que dès qu'un événement comme ça va se produire sur le GitHub, bah, normalement, ça devrait déclencher le webhook. Alors, où est-ce que c'est? Je suis ici. Hein. Voilà, donc là, at the end of this option, make sure that the active option is checked. Active, c'est ceci. Et on va ajouter le webhook. OK. Donc on revient ici. On descend. On s'assure que active est bien coché. On clique sur Add Webhook. Alors, par contre, this doesn't like a valid URL. Voilà, là, on est embêté. Ah oui, c'est parce que j'ai... Voilà. Faut pas laisser d'espace. Hein. Voilà, active, donc tout ça c'est bon. On clique sur Add Webhook. Voilà. Add Webhook, c'est rajouté. Si on revient sur ce niveau-là, il nous dit de configurer Jenkins. Donc il faudra faire New Item. OK. Ben, nous, on est sur un projet de pipeline. On choisira Source Code Management. Et click and paste your... donc ça, on n'a peut-être pas besoin de le faire. Nous, on va avoir besoin, puisque nous, on a un projet de type pipeline, on va cliquer sur le Build Trigger Tab. Voilà. Donc, on va cliquer sur le Build Trigger Tab. On y va. Et il faudra cocher cette option-là. On vient ici. Alors maintenant, voilà, on peut rester sur localhost, hein, pas de problème. Pour Jenkins, hop. Voilà, donc le nom de l'utilisateur, admin, et... Alors vous, ça dépend de c'était quoi votre identifiant. On vient sur Spring Boot Service. On va sur configurer. Et donc, Build Trigger, ici. Et là, on nous dit GitHub Hook Trigger for JCM Pooling. Qu'est-ce que c'est ça? When Jenkins receive a GitHub push hook. Donc, quand Jenkins reçoit un push à partir de GitHub, GitHub plugin checks to see whether hook cam from a GitHub repository which matches the Git repository. Donc, on nous demande de cocher ça. Et normalement, ça va permettre de faire cela. Alors, ici, on revient sur notre document. Voilà. Voilà, donc normalement, c'est bon. Donc là, il nous dit with this Jenkins GitHub intégration, you can now. Voilà, donc là, normalement, ça devrait être bon. Alors, il faut voir s'il n'y avait pas un plugin à utiliser par contre sur Jenkins. Donc je reviens ici sur mon Jenkins. Voilà. Il dit donc fat GitHub plugin. On va aller voir peut-être le plugin Jenkins, hein, s'il faut éventuellement l'utiliser. On va cliquer sur sauver ici. Voilà, donc normalement maintenant, dès qu'on va pousser quelque chose sur GitHub, le pipeline doit se déclencher automatiquement. OK, on va aller contrôler ça. On clique ici sur notre service.
Je vois ici que il faut que vous regardiez à quel historique des builds vous êtes. Moi, je suis au numéro 21. Donc, vous repérez votre numéro. Normalement, quand on va faire une modif, on va pousser sur GitHub. Tout ça, ça doit se déclencher automatiquement. Allez, on essaye de faire ça. On vient ici. Par exemple, sur votre Dockerfile, ici, vous pouvez, le petit commentaire, vous pouvez le continuer comme ça, là. Vous sauvegardez. Vous venez sur votre Dockerfile, vous faites commit and push, et vous faites un push. Voilà. Allons voir ce qui se passe sur Jenkins, puisque j'ai poussé, regardez, hop, le 22, il démarre. Donc il y a bien le webhook qui a été mis en place, extraordinaire. On a, voilà. Donc vous voyez, on a simulé un petit peu le fonctionnement, et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, nous, notre pipeline, il est bon. C'est-à-dire que nous, en tant que développeurs, ce qu'on a, c'est un pipeline qui est OK, pas de problème. Donc ça fonctionne très bien. Et donc là, c'est en train de travailler tranquillement. Alors le ngrok, pourquoi j'ai utilisé le ngrok? C'est pour pouvoir, vous voyez que c'est comme si mon Jenkins est sur Internet. Si j'avais pas utilisé le ngrok, titre gratuit, je peux pas faire ça. Vous êtes obligé d'avoir des compétences en configuration de routeur pour faire une redirection de port dans l'entreprise. C'est ce qui se passe dans l'entreprise. D'accord. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous vous en sortez avec ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, vous, en tant que développeur, une fois que vous avez tout mis en place, ça va être le pipe qui est ici. C'est ça qui vous intéresse. Et donc, ça, si ça nous intéresse, ce qu'il y a de super intéressant, c'est que ici, il faudra juste, et on a appris à le faire, hein, configurer notre comment dirais-je, donc pour le registre distant. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que on va même pas mettre de code ici. C'est que ce code-là, on va pouvoir le mettre sur directement le GitHub. Vous voyez, aucun code ici sur Jenkins, aucun. Ça qui est super intéressant, et c'est ce qu'on va finir de faire maintenant. Alors, pour pouvoir faire ça, je vais sélectionner tout le code qui est ici. Hop, je le coupe. Et je vais aller dans mon projet. Ici, dans mon projet, hop, je vais tout simplement cliquer avec le bouton droit sur mon projet, je vais faire New, File, et je vais créer ce qu'on appelle un, attention à l'orthographe, Jenkins File. Voilà, comme ça. Est-ce que je veux l'ajouter à Git? Oui. Et je vais coller le petit script Groovy, ici. Vous voyez, le petit script Groovy hein, qui est ici. On sauvegarde. Alors, ensuite, on va retourner sur notre Jenkins. On va venir ici, Pipeline Script from SCM. Vous voyez, je sélectionne. Hein. Tout à l'heure, il y avait marqué Pipeline Script. Là, je vais remplacer le Pipeline Script from SCM. C'est-à-dire que je demande à récupérer le script du pipeline à partir d'un serveur de gestion de version. Ici, je clique sur, c'est le guide qui m'intéresse, et il me demande l'URL de mon repository. Voilà, je l'ai ici. Vous voyez, donc cette URL, il faut aller sur votre GitHub. Hein. Where is GitHub? Repository, non, c'est pas ça. Donc il faut vous connecter sur votre GitHub. Hein. GitHub. Voilà. Donc ici, mon GitHub, je vais aller sur mon repository. Je vais aller sur mon Spring Web Service. Et je vais aller sur récupérer cette URL. Attention, c'est SSH qui doit être sélectionné. Et vous collez ici. Voilà, il vous demande un credential. Donc on avait créé normalement un credential.
qui permettait de nous connecter. Alors, je crois qu'il y avait un. Ça, c'est Mousse pour que Jenkins se connecte à Docker Hub, et l'autre, c'était Jenkins, je crois. C'était ça qu'on avait créé. Je crois qu'on l'avait appelé Jenkins, hein, ce qui permettait à GitLab de communiquer avec. Voilà. Ici, on sélectionne bien le fait que c'est la branche master, voilà, et on peut se faire normalement un sauver. Voilà. On va voir si ça marche. C'est-à-dire que là, lorsque je vais pousser le projet, avec le Jenkins file, ça devrait être récupéré automatiquement, il devrait me faire le pipeline. Allez, on essaye ça. J'ai fait la modif ici, donc je vais faire un bouton droit tout en haut, un git, commit directory. Ah bon, il faudrait mettre bien sûr en modif Jenkins file. Hein. Commit and push. Push. Voilà, allons voir ce qui se passe ici. Voilà, regardez. 23, il attend. Finishing waiting. Hop, et ça se déclenche. Voilà. Vous voyez, rien à faire sur Jenkins. Et ça, c'est extraordinaire, parce que maintenant, si vous allez chercher des projets sur GitHub, vous allez trouver qu'il y a... vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne avec Symfony ou autre chose, vous allez trouver qu'il y a des Dockerfiles qui existent, vous avez trouvé qu'il y a des Jenkins, il suffit de savoir poser les bonnes questions. Voilà, et là, c'est parfait, on a notre vue d'ensemble. La seule étape qui restera, c'est comprendre comment on peut déployer notre projet sur le cloud, sur Kubernetes, sur... voilà, mais ça, c'est pas la partie la plus compliquée. Voilà. Voilà, Docker build. Voilà, qui normalement va construire mon build pour le pousser sur un registry distant normalement. Mais là, pour faire nos tests, on le fait sur un registry local. Et voilà, on a fait pas mal de choses. Et donc là, ça va être bien sûr à vous de prendre ça en main, de refaire les exercices. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, juste un petit point par rapport à ngrok ici. Si vous arrêtez ngrok ici, hein, supposons que vous l'arrêtez ici, hein. Oui, donc je l'ai arrêté, hein. Arrêté, hop. Alors, il va falloir retourner sur votre interface ngrok. Vous voyez ici, il va falloir y retourner. Pourquoi? C'est parce que cette URL, comme on est sur du gratuit, bah, malheureusement, il ne nous donne pas un token qui va tout le temps être le même. Donc si vous arrêtez ngrok pour refaire la manip, il faudra retourner dans le dossier de ngrok, // hein, pour moi. Il faudra coller comme ça. Vous voyez. Voilà. Et il faudra refaire le ngrok HTTP. Ça, vous êtes obligé. Et donc, il faudra bien évidemment reprendre ça. Vous voyez, parce que là, c'est des tests. C'est des tests, c'est pas une config. Donc, il faudra l'éditer ici. Vous voyez, pour remettre la bonne URL ici. Hein. Attention à ça. Vous voyez, si vous voulez continuer vos tests. Maintenant, si on paye, bien sûr, bon, bah, ça, on n'a plus de problème. Voilà. Et donc,